La pluie tambourinait contre les hautes fenêtres de l'hôtel particulier du 7e arrondissement, chaque goutte semblant compter les secondes d'un silence qui s'étirait depuis 3 longues années. Élise Morel de la Croix observait les reflets argentés sur le verre, ses doigts délicats jouant nerveusement avec sa frange Loireau sombre. À 26 ans, elle avait appris à mesurer le temps non pas en jours ou en mois, mais en regards évités et en mots non prononcés. « Madame, le dîner est servi », annonça Marguerite la gouvernante depuis le seuil du salon. Élise acquiesça sans se retourner. Dans quelques minutes, elle descendrait rejoindre son mari pour leur rituel quotidien. Un repas partagé dans un silence poli, ponctué de « Comment s'est passée ta journée ?» et de réponses évasives. Armand Delacroix, 38 ans, maître de cet univers de soi et de secrets, serait déjà installé consultant ses messages sur son téléphone, sa barbe impeccablement taillée, encadrant un visage de marbre. Elle se dirigea vers sa coiffeuse, où trônait son flacon de Chloé eau de parfum. Quelques vaporisations suffirent à envelopper sa peau morena claire d'une douceur florale qui contrastait cruellement avec la froideur de sa vie. Ses cheveux ondulés tombaient en cascades soyeuses sur ses épaules nues, révélées par sa robe bleu nuit, choisie, comme toujours, pour plaire à un homme qui ne la regardait jamais vraiment. Dans la salle à manger, Armand était effectivement là, impeccable dans son costume sur mesure gris anthracite. Ses yeux gris acier levèrent brièvement vers elle avant de retourner à l'écran de son téléphone. Le parfum subtil de bleu de Chanel flottait autour de lui, mélange sophistiqué qui lui allait si bien, froid et irrésistible à la fois. « Bonsoir », murmura-t-elle en prenant place face à lui. « Bonsoir, Élise ». Sa voix était comme toujours, courtoise, distante, parfaitement maîtrisée. Jamais un tremblement, jamais une émotion qui transperce. Élise se demandait parfois si cette voix lui avait déjà dit « Je t'aime », mais elle connaissait la réponse. Non, jamais. Pas même lors de leur nuit de noces, qui s'était terminée par un bonne nuit poli et 2 dos tournés dans un lit king-size trop grand pour leur solitude à 2. « J'ai reçu l'invitation pour la soirée des Dubois », dit-elle, tentant de briser le silence qui pesait comme une chape de plomb. « Nous y serons. » Il ajusta machinalement sa montre Patek Philippe, geste compulsif qu'elle avait appris à reconnaître comme un signe de son inconfort. « Tu porteras la robe Dior rouge, celle qui fait bonne impression, » termina-t-elle, un sourire amer effleurant ses lèvres. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Dans les yeux couleur miel d'Élise, Armand aurait pu lire une question muette, un appel silencieux qu'elle formulait chaque soir depuis 3 ans. « Quand cesseras-tu de me traiter comme un meuble précieux dans ta collection ?» Mais il détourna les yeux, comme toujours. Le dîner se déroula selon le script habituel. Ils parlèrent des actions en bourse, de la rénovation de leur maison de campagne en Provence, du temps qu'il faisait. Des sujets neutres, sûrs, qui ne risquaient pas de révéler l'abîme qui les séparait malgré leurs 3 années de mariage. Élise piqua distraitement sa tarte tatin, son dessert préféré que Marguerite préparait chaque mardi, seul vestige de ses goûts personnels dans cette maison qui ne lui appartenait pas vraiment. Elle se surprit à penser à sa grand-mère, qui lui racontait des histoires d'amour passionnées en préparant ce même dessert. « L'amour, ma chérie, c'est comme la pâte brisée. Il faut savoir quand la travailler et quand la laisser reposer. »« Tu sembles ailleurs », observa Armand, sa voix perçant ses rêveries. « Je pensais à grand-mère Lucette. »« Ah !» Il but une gorgée de son vin, signalant clairement que le sujet ne l'intéressait pas. Élise sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Dans ces moments les plus sombres, elle se demandait si elle n'était pas devenue invisible, même pour elle-même. Combien de temps une femme peut-elle vivre sans être vraiment vue, vraiment touchée, vraiment aimée? Après le dîner, ils se séparèrent selon leur routine immuable. Lui dans son bureau, elle dans la bibliothèque, 2 solitudes qui cohabitaient dans le même écrin doré, sans jamais se rencontrer. Cette nuit-là, allongés dans leur lit conjugal où résonnait seulement le tic-tac de l'horloge ancienne et la respiration régulière d'Armand endormi à l'autre bout du matelas, Élise fixa le plafond en se mordant l'ongle du pouce, une habitude nerveuse qu'elle n'arrivait pas à perdre. Elle pensait à Mélodie Gardot, cette chanteuse qu'elle écoutait en secret dans ses écouteurs, et à ses paroles sur l'amour qui attend, patient, derrière les murs que nous construisons. Elle pensait aussi à son rêve secret. Ouvrir une petite pâtisserie où chaque gâteau serait imprégné de l'amour qu'elle avait tant à donner. Un rêve qui lui semblait aussi lointain que les étoiles qu'elle ne pouvait voir depuis sa fenêtre, cachée par les lumières de Paris. Dans l'obscurité, elle ne savait pas qu'à quelques mètres d'elle, Armand Delacroix fixait lui aussi le plafond, luttant contre une envie grandissante de tendre la main vers elle, de briser enfin les règles non écrites de leur union arrangée.
Les deux époux s'endormirent séparément, ignorant que l'orage qui grondait au dehors apportait avec lui les prémices d'un changement qui bouleverserait à jamais leur existence de façade. Le lendemain matin, Élise se réveilla avec cette sensation familière d'avoir rêvé de quelque chose d'important qu'elle ne parvenait pas à saisir. Les rayons dorés du soleil parisien filtraient à travers les rideaux de soie, dessinant des motifs lumineux sur le parquet ciré. À côté d'elle, le lit était déjà froid et impeccablement refait. Armand était parti depuis longtemps. Elle descendit à la cuisine, pieds nus sur le marbre froid, sa robe de chambre en soie crème flottant autour de ses jambes. Marguerite préparait déjà le petit déjeuner, mais l'absence d'Armand rendait la grande cuisine encore plus silencieuse qu'à l'ordinaire. Monsieur a pris son café très tôt ce matin, informa Marguerite en disposant délicatement des croissants frais sur un plateau en porcelaine de Limoges. Il a dit qu'il ne rentrerait pas déjeuner. Élise acquiesça, habituée à ces absences qui ponctuaient leur journée. Elle s'installa dans le petit salon adjacent, celui qu'elle avait timidement décoré selon ses goûts, des tons pastels, des coussins moelleux, quelques photos de famille. Son refuge dans cette maison musée. Son téléphone vibra. Un message de Camille Rousseau, sa meilleure amie depuis le lycée. « Café au Procope à 14 heures, j'ai des nouvelles croustillantes. » Un sourire authentique éclaira enfin le visage d'Élise. Camille était tout ce qu'elle-même n'osait plus être. Spontanée, libre, vibrante de vie. Ses cheveux bruns bouclés n'obéissaient jamais à aucune règle, et elle avait cette manie attendrissante de mastiquer une mèche quand elle réfléchissait intensément à ses toiles. L'après-midi, Élise retrouva son amie au café historique du 6e arrondissement. Camille était déjà là, installée près de la fenêtre, ses mains tachées de peinture tripotant nerveusement ses boucles brunes. « Tu as l'air radieuse », mentit gentiment Élise en s'asseyant. « Toi, tu as l'air d'avoir besoin d'un café bien serré et d'une conversation qui ne parle pas d'action en bourse », rétorqua Camille avec cette franchise qui lui était propre. Elles commandèrent leur boisson. Un café allongé pour Élise, un chocolat viennois pour Camille, qui assumait pleinement son côté gourmande. « Alors, ces nouvelles croustillantes ?» demanda Élise, reconnaissante de pouvoir penser à autre chose qu'à sa vie conjugale. Camille rougit légèrement, ce qui était rare chez elle. « J'ai rencontré quelqu'un, un photographe. Il s'appelle Théo Beaumont. Il vient de Marseille et il a ce sourire... » Elle s'interrompit, observant attentivement le visage de son amie. « Élise, ça va? Tu sembles... je ne sais pas, absente. » Élise tourna sa cuillère dans sa tasse, observant le tourbillon doré qui se formait. Comment expliquer à sa meilleure amie que son mariage ressemblait à un tableau magnifique, mais sans âme? Que certains soirs, elle se demandait si elle n'était pas en train de disparaître peu à peu, comme un dessin à la craie sous la pluie. « C'est compliqué, » murmura-t-elle finalement. « C'est Armand ?» Le prénom flotta entre elles comme une question lourde de sous-entendu. Camille connaissait l'histoire, du moins la version officielle. Le mariage arrangé par les familles, la stabilité, la respectabilité. Ce qu'elle ignorait, c'était l'étendue de la solitude qui rongeait son ami. « Il n'est pas méchant », se défendit faiblement Élise. « Il est juste absent, même quand il est là. Et toi, tu es heureuse ?» La question tomba comme une pierre dans l'eau calme de leur non-dit. Élise leva les yeux vers son amie, et pour la première fois depuis longtemps, elle laissa transparaître sa vulnérabilité. « Je ne me souviens plus de ce que c'est le bonheur. » Camille tendit la main par-dessus la table et serra doucement celle d'Élise. Ses ongles étaient toujours colorés de résidus de peinture, aujourd'hui du bleu outre-mer qui rappelait l'océan. « Tu sais, » dit-elle lentement, « avant de rencontrer Théo, j'avais renoncé à l'amour. Je pensais que c'était un luxe que certaines personnes n'étaient pas faites pour connaître. » Elle marqua une pause, ses yeux verts se perdant dans un souvenir. Mais parfois, la vie nous surprend. Parfois, ce qu'on croit impossible arrive quand on s'y attend le moins. En rentrant chez elle ce soir-là, Élise trouva Armand dans son bureau, penché sur des dossiers. La lumière de sa lampe de bureau creusait des ombres sur son visage, accentuant la ligne ferme de sa mâchoire. Il avait retiré sa veste et retroussé les manches de sa chemise blanche, révélant ses avant-bras musclés, détail troublant qu'elle remarquait malgré elle. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle depuis le seuil. Il leva les yeux, et l'espace d'un instant, elle crut déceler quelque chose de différent dans son regard, une fissure dans le marbre de son expression habituelle. « Longue », répondit-il simplement. « Et la tienne ?»« J'ai vu Camille. Elle est épanouie. Tant mieux pour elle. » Mais il n'avait pas détourné le regard. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, ils se regardèrent vraiment. Élise sentit quelque chose papillonner dans son ventre, une sensation oubliée qui la déstabilisa. « Tu travailles encore longtemps ?» osa-t-elle demander.
Probablement. Elle hocha la tête et s'apprêtait à partir quand sa voix la rattrapa. « Élise ?» Elle se retourna, le cœur battant sans raison apparente. « Tu es très belle ce soir. » Les mots étaient sortis comme s'ils avaient franchi ses lèvres malgré lui. Un compliment maladroit, presque timide, qui contrastait si fort avec son assurance habituelle qu'Élise en resta interdite. « Merci », murmura-t-elle, sentant ses joues s'empourprer. Elle monta dans leur chambre, mais ne parvint pas à s'endormir. Les mots d'Armand résonnaient dans sa tête, accompagnés de cette lueur inhabituelle qu'elle avait surprise dans ses yeux gris. 3 étages plus bas, Armand Delacroix était toujours à son bureau, mais les chiffres sur ses documents dansaient devant ses yeux. Il ne parvenait pas à chasser l'image d'Élise dans l'embrasure de la porte, avec ses cheveux librement ondulés et cette robe bleue qui épousait parfaitement ses courbes délicates. Pour la première fois depuis leur mariage, il s'autorisa à penser à elle, non pas comme à sa femme sur le papier, mais comme à une femme, tout simplement. Une femme désirable qu'il s'interdisait de désirer. Il ajusta nerveusement sa montre et tenta de retourner à ses dossiers, mais ses pensées revenaient sans cesse vers elle. Quelque chose était en train de changer, et cela l'effrayait autant que cela l'attirait. Une semaine s'écoula dans une atmosphère étrange, faite de regards furtifs et de silences chargés d'électricité. Élise surprenait parfois Armand en train de l'observer pendant le dîner, et quand leurs yeux se croisaient, il ne détournait plus immédiatement le regard. Ces microsecondes de connexion la troublaient plus qu'elle n'osait se l'avouer. Ce jeudi soir, elle était dans la bibliothèque, recroquevillée dans le grand fauteuil de cuir bordeaux près de la cheminée. La pluie battait les carreaux avec une violence inhabituelle pour la saison, et les flammes dansaient paresseusement dans l'âtre. Elle portait son peignoir en soie pêche, celui qu'elle enfilait après ses longs bains parfumés, un de ses rares moments de pur plaisir personnel. Ses cheveux encore humides tombaient en vagues soyeuses sur ses épaules, et elle tournait distraitement les pages d'un roman de Marguerite Duras. Mais les mots se brouillaient devant ses yeux. Ses pensées vagabondaient vers ce rêve fou qui la hantait depuis l'enfance. Ouvrir une petite pâtisserie dans un quartier de Paris où elle pourrait créer des desserts qui racontent des histoires d'amour. « Tu ne lis pas vraiment ?» La voix grave d'Armand la fit sursauter. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, encore vêtu de son pantalon de costume, mais ayant troqué sa chemise contre un pull en cachemire gris qui épousait parfaitement sa silhouette athlétique. Ses cheveux, habituellement parfaitement coiffés, étaient légèrement ébouriffés, lui donnant un air plus accessible, plus humain. « Comment le sais-tu » demanda-t-elle, refermant le livre sur ses genoux. Il s'approcha lentement, et elle remarqua qu'il avait retiré sa montre, détail troublant qui bouleversait sa routine millimétrique. Tu tournes une page toutes les 2 minutes. Soit tu lis à la vitesse de l'éclair, soit tu penses à autre chose. Un sourire timide effleura les lèvres d'Élise. C'était peut-être la conversation la plus longue qu'ils avaient eue depuis des mois sans parler de sujets neutres. « Et toi, tu ne travailles pas ce soir ?» J'ai essayé. Il s'arrêta près de la cheminée, ses yeux gris acier fixant les flammes. Mais j'étais distrait. Le mot flotta entre eux, lourd de sous-entendus. Élise sentit son cœur s'emballer. Elle posa le livre sur la table basse et se leva, ses pieds nus silencieux sur le tapis perçant. Distrait par quoi? La question était sortie plus audacieuse qu'elle ne l'avait voulu. Armand tourna lentement la tête vers elle, et dans son regard, elle lut quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu, du désir, rauc, intense, à peine contenu. « Tu le sais très bien », murmura-t-il. L'espace entre eux se chargea d'une tension électrique qui rivalisait avec l'orage à l'extérieur. Élise sentit sa respiration se faire plus courte, son corps réagir à cette proximité nouvelle. Il était si près maintenant qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui, ce mélange troublant de son parfum habituel et de quelque chose de plus intime, de plus masculin. « Armand » commença-t-elle, mais il l'interrompit en levant une main. « Je ne devrais pas être ici. » « Pourquoi ? Parce que si je reste... » Il passa une main dans ses cheveux, geste qui trahissait son trouble. « Si je reste, je risque de faire quelque chose qui changera tout entre nous. Et si c'était ce que je voulais ?» Les mots étaient sortis dans un souffle, si bas qu'elle se demanda s'il les avait entendus. Mais l'intensification de son regard lui confirma que oui. Un éclair illumina la pièce, suivi immédiatement d'un coup de tonnerre qui fit trembler les vitres. Dans cette lumière blanche et froide, ils se regardèrent comme s'ils se voyaient pour la première fois. Armand fit un pas vers elle, puis s'arrêta, luttant visiblement contre lui-même. « Élise, tu ne sais pas. Il y a des choses que tu ignores sur notre mariage, des choses que je ne t'ai jamais dites. Alors dis-les-moi maintenant. » « Je ne peux pas. » Sa voix était rauque, presque douloureuse. « Pas encore. »
Il tourna brusquement les talons et se dirigea vers la porte, mais la voix d'Élise l'arrêta. « Pourquoi tu ne me regardes jamais comme maintenant ?» Il se figea, le dos tourné, les épaules tendues. Quand il se retourna, son masque de contrôle avait complètement disparu, laissant place à une vulnérabilité qu'elle ne lui connaissait pas. « Parce que quand je te regarde vraiment, Élise, j'oublie toutes les raisons pour lesquelles je dois garder mes distances. Et si ces raisons n'étaient plus valables, elles le sont. » Il serra les poings. Elles le seront toujours. Cette fois, il partit vraiment, la laissant seule dans la bibliothèque avec le crépitement du feu et le martèlement de son cœur. Élise se laissa retomber dans le fauteuil, les jambes tremblantes. Quelque chose venait de se briser entre eux, quelque chose d'irréversible. Plus tard dans la nuit, allongée dans leur lit conjugal, elle entendit Armand rentrer dans la chambre. Il se déplaçait plus silencieusement que d'habitude, comme s'il craignait de la réveiller. Elle garda les yeux fermés, mais tous ses sens étaient en alerte. Elle l'entendit s'arrêter près de son côté du lit, si près qu'elle sentit sa présence comme une caresse. Il resta là plusieurs minutes, et elle dut faire appel à toute sa volonté pour ne pas ouvrir les yeux, ne pas tendre la main vers lui. Quand il se coucha enfin de son côté, le matelas s'enfonça légèrement, et pour la première fois depuis leur mariage, la distance entre eux ne semblait plus infranchissable. Dans l'obscurité, ni l'un ni l'autre ne dormait. Ils fixaient le plafond, conscients de la respiration de l'autre, de cette proximité nouvelle qui les effrayait autant qu'elle les attirait. Armand serrait les dents, luttant contre l'envie de franchir ces quelques centimètres qui le séparèrent de sa femme. Élise mordillait sa lèvre inférieure, se demandant ce qui arriverait si elle osait prononcer son nom dans l'obscurité. Aucun des deux ne bougea. Mais quelque chose avait définitivement changé dans l'air qu'il respirait. Le lendemain matin, Élise se réveilla avec la sensation que le monde avait subtilement basculé sur son axe. Les événements de la veille dans la bibliothèque flottaient dans son esprit comme un rêve dont on garde seulement l'émotion, intense et troublante. Armand était déjà parti, mais pour la première fois, son oreiller gardait encore la trace de sa présence, un creux dans le tissu qui témoignait d'une nuit agitée. Elle descendit prendre son petit déjeuner quand Marguerite l'intercepta dans le hall d'entrée, tenant une enveloppe crème au bord doré. « Madame, ceci est arrivé pour vous ce matin, livré en main propre. » Élise reconnut immédiatement l'écriture élégante de sa grand-mère Lucette. Son cœur se serra d'inquiétude. À 82 ans, grand-mère n'écrivait plus guère que pour les occasions importantes ou les mauvaises nouvelles. Elle ouvrit délicatement l'enveloppe et déplia le papier à lettres parfumées à la violette. « Ma chère petite étoile, le médecin me dit que je dois ralentir. Mon cœur fatigué réclame du repos et j'ai besoin de te parler. Il y a des choses sur ta famille, sur ton mariage, que tu dois savoir avant qu'il ne soit trop tard. Viens me voir dès que possible. J'ai des secrets trop lourds pour une vieille dame. Avec tout mon amour, grand-mère Lucette. » Les mains d'Élise tremblèrent légèrement. Grand-mère Lucette était la seule personne au monde qui l'appelait encore Petite Étoile, ce surnom tendre de son enfance. C'était aussi la seule qui osait encore parler d'amour devant elle, qui lui racontait des histoires de passion vraies en préparant ses tartes aux pommes. 1 heure plus tard, Élise traversait Paris en taxi vers l'appartement de sa grand-mère dans le Marais. Les rues défilaient derrière la vitre, mais ses pensées oscillaient entre l'inquiétude pour la santé de la vieille dame et cette curiosité dévorante concernant les secrets évoqués dans la lettre. L'appartement de grand-mère Lucette était un cocon chaleureux aux antipodes de sa propre maison. Des photos de famille recouvraient chaque surface, des napperons brodés ornèrent les meubles, et l'odeur de cannelle flottait perpétuellement dans l'air. « Ma petite étoile !» s'exclama Lucette en ouvrant la porte, plus frêle qu'Élise ne l'avait jamais vue, mais avec ce même regard pétillant qui n'avait pas pris une ride. Elles s'installèrent dans le petit salon où grand-mère servit du thé dans sa porcelaine de Limoges, héritée de sa propre mère. « Grand-mère, tu m'inquiètes. Qu'est-ce que le médecin a dit exactement ?» Lucette balaya la question d'un geste de sa main ridée, mais encore élégante. « Le médecin dit ce qu'ils disent à tous, que je suis vieille. Mais je n'ai pas peur de partir, Élise. J'ai peur de partir en laissant des non-dits. » Elle posa sa tasse avec une délicatesse infinie et plongea ses yeux bleus délavés dans ceux de sa petite fille. « Raconte-moi d'abord, comment vas-tu? Et ne me mens pas. Je te connais depuis que tu es haute comme 3 pommes. » Élise sentit sa gorge se nouer. Devant cette femme qui l'avait élevée après la mort de ses parents, qui lui avait appris à faire de la pâtisserie et à croire aux contes de fées, elle ne pouvait pas mentir. « Je me sens invisible, grand-mère, dans ma propre vie, dans mon propre mariage. » Invisible à qui? À Armand. Il me traite avec respect, avec courtoisie,
mais c'est comme s'il regardait à travers moi. Lucette hocha lentement la tête, un sourire triste étirant ses lèvres fines. Et pourtant, il ne peut pas détacher ses yeux de toi quand il pense que personne ne regarde. Comment peux-tu savoir ça? Parce que je l'ai vu lors de votre mariage, et parce que... Elle marqua une pause, semblant peser ses mots. Parce qu'il y a des choses que tu ignores sur cette union, ma chérie. Le cœur d'Élise s'emballa. Les paroles mystérieuses d'Armand de la veille lui revinrent en mémoire. Quelle chose? Lucette se leva péniblement et se dirigea vers un vieux secrétaire en marqueterie. Elle en sortit une boîte en bois de rose qu'Élise n'avait jamais vue. Ton grand-père, que Dieu ait son âme, était un homme bon mais imprudent avec l'argent. Avant sa mort, il avait contracté une dette énorme envers la famille Delacroix, une dette d'honneur qui ne pouvait être remboursée. Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quand tes parents sont morts dans cet accident, tu étais mineur. La dette est passée sur toi, techniquement. Grand-mère, qu'est-ce que tu me dis? Que ton mariage avec Armand n'était pas seulement arrangé par nos familles. C'était la seule façon d'effacer cette dette. Armand Delacroix t'a épousé non par obligation sociale, mais par générosité. Le monde d'Élise s'effondra en une seconde. Tout prenait un sens terrifiant. La distance d'Armand, ses réticences, ses raisons qu'il évoquait sans cesse. Il sait, bien sûr qu'il sait. C'était son idée. Élise porta les mains à sa bouche pour étouffer un sanglot. Elle n'était donc rien d'autre qu'une dette remboursée, un fardeau charitable qu'Armand avait accepté de porter. « Mais ma petite étoile, continua doucement Lucette, il y a autre chose que tu dois savoir. »« Quoi encore ?» demanda Élise d'une voix brisée. Le montant de cette dette était dérisoire pour un homme comme lui. Il aurait pu la régler d'un simple chèque. Élise releva la tête, les yeux noyés de larmes. « Alors pourquoi ?»« Parce qu'il était déjà amoureux de toi, ma chérie. Il te regardait depuis des années lors des soirées mondaines, mais tu étais trop jeune et lui, il s'interdisait de t'approcher. Cette dette lui a donné une excuse honorable pour t'épouser sans avoir l'air de profiter de ta jeunesse et de ton innocence. » Le silence qui suivit fut rompu seulement par le tic-tac de l'horloge ancienne et les battements affolés du cœur d'Élise. « Comment peux-tu en être si sûr ?» Lucette ouvrit la boîte en bois de rose et en sortit une lettre froissée. « Parce qu'il m'a écrit, avant de te demander en mariage, pour me demander ma bénédiction. Et dans cette lettre, elle tendit le papier à Élise, dont les mains tremblaient. Dans cette lettre, il avoue qu'il t'aime depuis le jour où il t'a vu, à 18 ans, danser dans le jardin de tes parents lors de leur dernière fête d'été. » Élise déplia la lettre d'une écriture qu'elle reconnaissait, précise, élégante, masculine, et là, noir sur blanc, les mots qu'elle avait désespérément espéré entendre de sa bouche. « Je l'aime avec une intensité qui me terrifie. Je l'épouse pour sauver son honneur, mais je donnerai tout pour qu'elle m'aime un jour en retour. » Quand elle releva les yeux, des larmes coulaient librement sur ses joues. « Alors pourquoi garde-t-il ses distances? Pourquoi ne me dit-il rien? Parce qu'il a peur que tu ne l'aimes que par reconnaissance, parce qu'il veut que tu sois libre de le quitter si tu trouves le vrai amour ailleurs. » Élise resta prostrée de longues minutes, assimilant ces révélations qui changeaient tout. Armand ne la considérait pas comme un fardeau. Il l'aimait, mais s'interdisait de le lui dire. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, elle trouva une note sur sa coiffeuse. « Je dîne dehors ce soir, ne m'attends pas. » Ah, mais pour la première fois depuis 3 ans, cette absence ne lui fit pas mal. Elle avait enfin compris pourquoi son mari la regardait parfois comme si elle était faite de cristal et de lumière. Il ne la fuyait pas par indifférence, il la fuyait par amour. Les 3 jours qui suivirent la révélation de grand-mère Lucette furent les plus étranges de la vie d'Élise. Armée de cette vérité bouleversante, elle observait son mari avec des yeux nouveaux. Chaque geste, chaque regard prenait une dimension différente. Quand il ajustait compulsivement sa montre, elle y voyait maintenant de la nervosité plutôt que de l'indifférence. Quand il évitait de la regarder trop longtemps, elle comprenait qu'il luttait contre ses propres sentiments. Ce samedi matin, elle était dans la cuisine en train d'aider Marguerite à préparer des madeleines. Un besoin irrépressible de créer, de pétrir, qui l'envahissait toujours dans les moments de grande émotion. Ses mains plongées dans la pâte dorée lui rappelaient son rêve secret de pâtisserie, plus vivace que jamais depuis qu'elle savait qu'Armand ne la retenait pas prisonnière. « Madame a reçu une visite », annonça Marguerite en désignant le salon d'un signe de tête. Élise s'essuya les mains sur son tablier à fleurs, un vestige de sa vraie personnalité dans cette maison trop parfaite, et se dirigea vers le salon. Elle y trouva Camille, installée dans le canapé crème, mais quelque chose dans son attitude trahissait une nervosité inhabituelle. Ses boucles brunes étaient plus ébouriffées que d'ordinaire, et elle se mordillait l'ongle du pouce avec une intensité inquiétante. « Camille,
Tout va bien ?» Son ami leva vers elle des yeux verts brillants d'une émotion qu'Élise ne parvenait pas à identifier. Tristesse? Culpabilité? Il faut que je te parle. C'est important. Élise s'installa face à elle, sentant instinctivement que cette conversation allait changer quelque chose entre elles. Je t'écoute. Camille prit une profonde inspiration, ses doigts tachés de peinture verte. Elle avait dû venir directement de son atelier, tripotant nerveusement une mèche de ses cheveux. Tu te souviens du vernissage chez Laurent Mercier, il y a 4 ans, juste avant ton mariage? Élise hocha la tête, se remémorant cette soirée où Camille l'avait traînée dans une galerie du Marais pour lui changer les idées avant la cérémonie. Tu étais partie aux toilettes, et moi, j'ai parlé avec Armand. Et, Élise, il m'a dit qu'il allait t'épouser. Je sais, nous étions fiancés. Non, tu ne comprends pas. Les yeux de Camille se remplirent de larmes. Il m'a dit qu'il t'aimait depuis des années, qu'il t'avait vu grandir et devenir cette femme magnifique, mais qu'il n'avait jamais osé t'approcher parce qu'il avait peur de profiter de ta jeunesse. Élise sentit son cœur s'emballer. Ces révélations concordaient parfaitement avec ce que lui avait dit sa grand-mère. « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?» Camille détourna le regard, une rougeur envahissant ses joues. « Parce que cette nuit-là, j'ai fait quelque chose de terrible. » Un silence pesant s'installa entre elles. Élise attendait, pressentant que la suite allait lui faire mal. J'ai essayé de l'embrasser. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme de leur amitié. Élise sentit quelque chose se glacer dans sa poitrine. « Quoi? J'étais jalouse, Élise. Jalouse que tu aies trouvé un homme qui t'aimait vraiment. Alors que moi, je n'arrivais jamais à rencontrer quelqu'un qui me regarde comme il te regardait. » Camille pleura maintenant à chaudes larmes, ses mots se bousculant. Mais il m'a repoussé, gentiment mais fermement. Il m'a dit « Camille, je ne peux aimer qu'elle. Je ne pourrai jamais aimer qu'elle. » Élise ne savait plus si elle devait être soulagée de la fidélité d'Armand ou blessée par la trahison de sa meilleure amie. « Depuis 4 ans, tu me caches ça ?» J'avais honte. Et puis, j'espérais que ça passerait, que je finirais par oublier ce que j'avais ressenti pour lui. Et tu as oublié? Camille secoua la tête, misérable. Non, même avec Théo, même en étant heureuse avec lui. Il y a toujours une petite partie de moi qui... Elle ne termina pas sa phrase, mais Élise comprit. Sa meilleure amie était encore un peu amoureuse de son mari. Pourquoi tu me dis tout ça maintenant? Parce que j'ai vu comment tu le regardes maintenant. Quelque chose a changé entre vous, et je ne supportais plus de porter ce secret. Élise se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant les passants sur le trottoir d'en face. Des couples qui se promenaient main dans la main. Des familles avec des enfants qui courèrent devant eux. La vie normale, simple, qu'elle avait toujours enviée. Tu es encore amoureuse de lui? Je ne sais pas. C'est compliqué. Non, Camille, ce n'est pas compliqué. Élise se retourna, et dans ses yeux couleur miel brillait une détermination nouvelle. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Un long silence s'étira entre elles. Finalement, Camille avoua dans un souffle, peut-être un peu, mais je ne ferai jamais rien pour gâcher ton bonheur, Élise. Jamais. Mon bonheur? Élise eut un rire sans joie. Jusqu'à il y a 3 jours, je pensais que mon mari me considérait comme un meuble de famille. Et maintenant, je sais qu'il m'aime, qu'il m'a toujours aimé. Les yeux de Camille s'agrandirent. Comment peux-tu en être sûre? Élise lui raconta sa visite chez grand-mère Lucette, la dette d'honneur, la lettre d'Armand. À mesure qu'elle parlait, elle voyait l'expression de Camille changer, passant de la surprise à quelque chose qui ressemblait à de la résignation. Alors il t'aime vraiment. Oui. Et toi? Tu l'aimes? C'était la question qu'Élise s'était refusée à se poser pendant 3 ans, celle qu'elle avait enfouie sous la rancœur et la frustration. Je crois que oui. Je crois que je l'ai toujours aimé, mais que j'avais trop peur de me l'avouer. Camille se leva à son tour, essuyant ses larmes d'un revers de main. Alors batte-toi pour lui, batte-toi pour votre amour. Et toi? Moi, je vais apprendre à t'aimer assez pour te laisser être heureuse. Elles s'embrassèrent, mais quelque chose s'était définitivement brisé dans leur amitié. Pas de la haine, pas de la colère, mais cette fêlure subtile que laisse la vérité quand elle arrive trop tard. Après le départ de Camille, Élise monta dans sa chambre et s'assit devant sa coiffeuse. Dans le miroir, elle vit une femme différente de celle d'il y a 1 semaine. Ses yeux couleur miel brillaient d'une détermination nouvelle. Ses lèvres esquissaient un sourire confiant. Elle savait maintenant qu'Armand l'aimait. Elle savait qu'elle l'aimait aussi. Il ne restait plus qu'à le lui dire. Mais d'abord, il fallait qu'elle trouve le courage de briser les murs qu'ils avaient construits autour de leur cœur. Ce soir-là,
Quand Armand rentra du bureau, il trouva Élise dans la bibliothèque, assise exactement au même endroit que quelques nuits plus tôt. Mais cette fois, elle ne lisait pas, elle l'attendait. Et dans ses yeux, il lut quelque chose qui le fit s'arrêter net sur le seuil de la porte. Quelque chose qui ressemblait à de l'amour. Le regard qu'Élise posa sur Armand quand il franchit le seuil de la bibliothèque était différent de tous ceux qu'elle avait pu lui adresser auparavant. Il ne contenait plus cette retenue douloureuse, cette peur de trop révéler. Pour la première fois depuis leur mariage, elle le regardait sans masque, sans protection. Armand s'immobilisa, sa mallette de cuir glissant de sa main pour tomber sourdement sur le parquet. Dehors, l'orage qui menaçait depuis l'après-midi commençait enfin à éclater, les premières gouttes martelant les hautes fenêtres avec une violence qui semblait faire écho à la tension qui électrisait l'air entre eux. « Élise » commença-t-il, mais sa voix mourut dans sa gorge. Elle se leva lentement du fauteuil de cuir et il remarqua qu'elle ne portait que son peignoir de soie pêche, celui qu'il l'avait vu enfiler tant de fois après ses longs bains parfumés. Ses cheveux étaient librement ondulés, encore légèrement humides, et ses pieds nus glissaient silencieusement sur le tapis persan. Dans la lumière dorée de la cheminée, elle ressemblait à une apparition, à un rêve qu'il s'était interdit de faire pendant trop d'années. « J'ai parlé avec grand-mère Lucette », dit-elle simplement. Ces 6 mots suffirent à faire pâlir Armand. Il comprit immédiatement ce que cela signifiait et son masque de contrôle parfait commença à se fissurer. « Élise, je peux t'expliquer ?» Elle m'a montré ta lettre. Un éclair illumina la pièce, suivi immédiatement d'un coup de tonnerre qui fit trembler les murs centenaires de l'hôtel particulier. Dans cette lumière blanche et crue, ils se regardèrent comme s'ils se découvraient pour la première fois. Armand passa une main tremblante dans ses cheveux, détruisant la perfection de sa coiffure habituelle. Sa chemise blanche était encore impeccable, mais quelque chose dans sa posture avait changé. Il semblait soudain plus vulnérable, plus humain. « Alors tu sais, murmura-t-il, je sais que tu m'aimes depuis 8 ans. Je sais que tu m'as épousé non par obligation, mais parce que c'était la seule façon honorable de m'avoir près de toi. » Elle fit un pas vers lui, et il recula instinctivement, comme si sa proximité était dangereuse. « Je sais aussi que pendant 3 ans, tu m'as laissé croire que j'étais invisible à tes yeux parce que tu avais peur que je ne t'aime que par reconnaissance. Et c'est le cas ?» La question sortit dans un souffle rauque. « Tu ne m'aimes que par reconnaissance ?» Élise s'arrêta à quelques centimètres de lui, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps, ce mélange troublant de son parfum habituel et de cette essence masculine qui lui était propre. « Non, Armand. Je t'aime parce que quand tu crois que personne ne te regarde, tu observes les étoiles depuis la terrasse. Je t'aime parce que tu donnes discrètement de l'argent aux musiciens de rue. Je t'aime parce que tu as gardé dans ton bureau la photo de mes parents que je croyais avoir perdue. » Ses yeux gris acier s'agrandirent de surprise. Il ne savait pas qu'elle avait remarqué tous ces détails, tous ces petits gestes qui trahissaient son âme sous la carapace. « Je t'aime pour la façon dont tu ajustes ta montre quand tu es nerveux, pour la façon dont tu évites de me regarder trop longtemps, parce que tu as peur de ce que tes yeux pourraient révéler. » Un nouvel éclair zébra le ciel, et cette fois, la pluie se mit à tomber avec une violence inouïe. Le martèlement sur les vitres créait une symphonie sauvage qui semblait libérer quelque chose de primitif en eux. « Élise, tu ne comprends pas ?» Il tentait encore de résister, de maintenir cette distance qui les tuait à petit feu. « Je t'ai volé ta liberté. Tu aurais pu épouser quelqu'un de ton âge, quelqu'un qui... »« Quelqu'un qui quoi ?» l'interrompit-elle. « Quelqu'un qui ne me regarderait pas comme si j'étais la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Quelqu'un qui ne tremblerait pas quand nos mains se frôlent par accident. » Elle leva la main et effleura sa joue, et il ferma les yeux comme si ce simple contact le brûlait. « Pourquoi tu ne me regardes jamais comme maintenant ?» murmura-t-elle, reprenant les mots qu'il avait prononcés quelques nuits plus tôt. « Parce que tu n'as jamais été si proche, » répondit-il dans un écho à sa propre réponse d'alors. Mais cette fois, au lieu de fuir, il posa sa main sur la sienne, emprisonnant ses doigts délicats contre sa joue mal rasée. « Armand » chuchota-t-elle, et son nom sur ses lèvres eut l'effet d'une caresse. « Si je te touche maintenant, » dit-il d'une voix rauque, « je ne pourrai plus jamais faire semblant que nous ne sommes que des étrangers polis. Et si c'était exactement ce que je veux ?» Il ouvrit les yeux et plongea son regard dans le sien. Dans les yeux couleur miel d'Élise, il ne lut plus aucune peur, aucune hésitation. Seulement un amour si pur, si évident, qu'il en eut le souffle coupé. « Tu en es sûr ?»« J'en suis sûr depuis le soir où tu m'as dit que j'étais belle. » Lentement, avec une révérence infinie, il porta sa main libre à son visage, traçant du bout des doigts la courbe de sa joue, la ligne de sa mâchoire. Elle frissonna sous cette caresse si longtemps attendue.
Tu es bien plus que belle, Élise. Tu es la lumière dans mes ténèbres. Et alors, enfin, après 3 années d'attente et 8 années de désirs refoulés, leurs lèvres se rencontrèrent. Ce ne fut pas le baiser passionné et sauvage qu'on aurait pu attendre après tant de frustration. Ce fut quelque chose de plus précieux encore, un baiser d'une tendresse absolue, chargé de tout l'amour qu'il s'était interdit d'exprimer. Un baiser qui goûtait les larmes et la pluie, les regrets et l'espoir mélangés. Quand ils se séparèrent, front contre front, respirant le même air, Élise murmura « Ne me laisse plus jamais croire que je suis invisible. Plus jamais, promit-il, en resserrant ses bras autour d'elle. Plus jamais, mon amour. » Et dans cette bibliothèque éclairée par la seule lueur du feu, alors que l'orage faisait rage dehors, Armand Delacroix toucha enfin sa femme avec tout l'amour qu'il avait contenu pendant tant d'années. Pas avec possession, pas avec urgence, mais avec cette révérence qu'on réserve aux miracles longtemps espérés. Cette nuit-là, ils ne firent pas l'amour dans la violence de la passion trop longtemps retenue. Ils se découvrirent avec la délicatesse de 2 âmes qui se reconnaissent enfin, dans la lumière dansante des flammes et le murmure de la pluie qui lavait leurs anciens chagrins. Pour la première fois depuis leur mariage, ils s'endormirent enlacés, et quand l'aube se leva sur Paris, elle les trouva souriants dans leur sommeil, enfin réunis après avoir été si longtemps séparés par leur propre peur. Les 2 semaines qui suivirent leur nuit de réconciliation furent les plus belles de la vie d'Élise. Armand était devenu l'homme qu'elle avait toujours espéré, attentionné, présent, amoureux. Il rentrait plus tôt du bureau, lui apportait des fleurs sans raison, et surtout il la regardait, vraiment, avec ses yeux gris acier qui ne cherchaient plus à dissimuler l'amour qu'ils contenaient. Ce matin-là, elle se réveilla dans ses bras, le visage enfoui dans le creux de son épaule. Il dormait encore, ses traits habituellement tendus, détendus par le sommeil. Sans sa barbe impeccablement taillée et ses cheveux parfaitement coiffés, il paraissait plus jeune, plus accessible. Elle traça du bout du doigt la ligne de sa mâchoire et il sourit sans ouvrir les yeux. « Bonjour, mon amour », murmura-t-il d'une voix ensommeillée qui la fit frissonner. « Bonjour ». Ils restèrent ainsi quelques minutes, savourant cette intimité nouvelle, quand le téléphone d'Armand vibra sur la table de nuit. Il jura doucement et décrocha sans regarder l'écran. Delacroix. Élise vit immédiatement son visage changer. Les traits se durcirent, les yeux perdirent leur douceur matinale. Il s'assit brusquement dans le lit. « Qu'est-ce que tu dis ?» Sa voix avait retrouvé cette froideur d'acier qu'elle ne lui connaissait que dans les affaires. « Depuis quand ?» Il écouta quelques secondes de plus, puis raccrocha sans dire au revoir. Ses mains tremblaient légèrement quand il reposa l'appareil. « Armand, qu'est-ce qui se passe ?» Il se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle lut quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu, de la peur. C'était Victor, mon associé. Il semblerait qu'il y ait un problème avec les contrats chinois. Quel genre de problème? Le genre qui peut nous ruiner. Il se leva d'un bond et se dirigea vers la salle de bain, ses gestes saccadés trahissant son état de stress. Élise le suivit, inquiète. « Armand, parle-moi, qu'est-ce qui se passe exactement? Quelqu'un a sabordé nos négociations. Nos partenaires chinois ont reçu des informations confidentielles sur nos marges, nos stratégies. Ils ont rompu le contrat cette nuit. » Il se passait de l'eau froide sur le visage, tentant de retrouver son calme légendaire. « Mais qui aurait pu faire ça? Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. » 1 heure plus tard, Armand était parti pour son bureau dans un état de tension qu'Élise ne lui avait jamais vu. Il avait retroussé ses manches, desserré sa cravate, et ses cheveux étaient déjà ébouriffés à force de passer ses mains dedans. Seule dans la grande maison, Élise ne parvenait pas à se concentrer sur quoi que ce soit. Elle tourna en rond dans le salon, tripotant nerveusement sa frange avant de décider d'appeler Camille. Depuis leur révélation réciproque, elle s'était un peu éloignée, mais son amie restait la seule personne avec qui elle pouvait parler librement. « Élise !» La voix de Camille était étrange, tendue. « Camille, il faut que je te voie. Il se passe quelque chose avec l'entreprise d'Armand et je ne peux pas aujourd'hui. »« Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Un long silence s'étira au bout du fil. Puis, dans un souffle, « Il faut que je te dise quelque chose que j'aurais dû te dire depuis le début. » Le cœur d'Élise se serra. Après les révélations de ces dernières semaines, elle n'était pas sûre de pouvoir encaisser d'autres secrets. « De quoi tu parles? » « Pas au téléphone. Retrouve-moi au café de Flore dans 1 heure. » Quand Élise arriva au célèbre café de Saint-Germain-des-Prés, elle trouva Camille installée dans un coin sombre, ses boucles brunes cachant partiellement son visage. Ses mains tremblaient autour de sa tasse, et elle avait cette manie de mâcher une mèche de cheveux qui trahissait toujours son extrême nervosité. « Camille,
Tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe ?» Son ami leva vers elle des yeux rougis par les larmes. « C'est moi. »« Quoi, toi ?»« C'est moi qui ai donné les informations aux Chinois. » Le monde d'Élise s'effondra en une seconde. Elle resta bouche bée, incapable de traiter cette information. « Tu... quoi ?»« Il y a 6 mois, j'avais des dettes. L'atelier, les toiles, le matériel. Je ne m'en sortais plus. Un homme est venu me voir, un concurrent d'Armand. Il m'a proposé de l'argent en échange d'informations sur sa société. » Élise sentit la nausée l'envahir. « Comment tu as eu accès à ces informations ?» Camille baissa les yeux honteuse. « Par toi. Tu me racontais parfois ce qu'Armand disait au téléphone, ses préoccupations. Je n'avais pas l'impression de trahir, juste de survivre. Mon Dieu, Camille, tu te rends compte de ce que tu as fait ? Je sais, et je m'en veux tellement. Mais quand j'ai accepté, vous étiez encore distant. Je ne pensais pas que ça vous rapprocherait. Je ne pensais pas que tu finirais par l'aimer vraiment. » Élise se leva brusquement, renversant sa chaise. « Tu ne pensais pas ? Camille, tu viens peut-être de détruire la vie de l'homme que j'aime. »« Élise, attends !» Mais elle était déjà partie, courant dans les rues de Paris, les larmes brouillant sa vision. Comment Camille avait-elle pu lui faire ça ? Comment avait-elle pu trahir leur amitié et la confiance d'Armand, leur bonheur tout neuf ? Quand elle arriva chez elle, elle trouva Armand dans son bureau, penché sur des dizaines de documents étalés sur sa table. Il avait retiré sa veste et sa cravate, et ses cheveux étaient complètement ébouriffés. Il leva les yeux à son entrée, et elle vit qu'il avait vieilli de 10 ans en une journée. « Comment ça s'est passé au bureau ?» demanda-t-elle, tentant de garder une voix normale. « C'est pire que ce que je pensais. Les contrats chinois représentaient 40% de notre chiffre d'affaires. Sans eux, » il passa ses mains sur son visage fatigué. « Nous allons peut-être devoir vendre la maison. » Élise sentit son cœur se briser, non seulement pour leur situation financière, mais parce qu'elle savait qui était responsable, et elle ne trouvait pas le courage de le lui dire. « Armand, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Il releva la tête, et dans ses yeux gris, elle lut une fatigue immense. « Quoi encore ? C'est Camille. Elle a vendu les informations. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Armand la regardait comme s'il ne comprenait pas les mots qu'elle venait de prononcer. « Ta meilleure amie ? Oui. Celle qui était amoureuse de moi ? Oui. » Il se leva lentement, comme un automate, et se dirigea vers la fenêtre. Il resta là de longues minutes, regardant le jardin où ils avaient commencé à rêver d'un avenir ensemble. « Pourquoi ?» demanda-t-il finalement. « Des dettes. » Elle était désespérée. « Et toi ? Tu le savais ? » ?»« Non, je viens de l'apprendre. Armand, je suis tellement désolé. » Il se retourna vers elle, et l'expression de son visage lui glaça le sang. Ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de pire, de la résignation. Peut-être que c'est un signe. Un signe de quoi ? Que nous n'étions pas faits pour être heureux. Ne dis pas ça. Élise, regarde autour de toi. Chaque fois que nous essayons de construire quelque chose, le passé revient nous détruire. Il s'approcha d'elle et prit son visage entre ses mains avec cette tendresse qui lui brisait le cœur. « Je t'aime, je t'aimerai toujours, mais peut-être que notre amour est maudit. Armand, non. Si je perds tout, qu'est-ce que je pourrais t'offrir ? Un homme ruiné, déshonoré ? Toi, tu peux m'offrir toi. » Mais dans ses yeux, elle voyait déjà qu'il avait commencé à se refermer, à reconstruire ces murs qu'ils avaient mis tant de temps à abattre. Cette nuit-là, ils se couchèrent, dos à dos, chacun perdu dans ses pensées sombres. Et pour la première fois depuis leur réconciliation, Élise s'endormit en pleurant. Les semaines qui suivirent la révélation de la trahison de Camille furent un cauchemar éveillé. Armand se noyait dans le travail, tentant désespérément de sauver son empire qui s'écroulait. Il partait avant l'aube et rentrait après minuit, les traits tirés, les yeux creusés par le manque de sommeil. L'homme tendre et amoureux qui s'était révélé à elle disparaissait peu à peu, remplacé par cette version durcie de lui-même qu'elle avait connue pendant 3 ans. Élise, de son côté, se sentait coupable. Coupable d'avoir fait confiance à Camille, coupable d'avoir inconsciemment fourni les informations qui avaient détruit l'entreprise de son mari. Elle passait ses journées à tourner en rond dans leur grande maison qui ressemblait de plus en plus à un mausolée. Ce mardi matin, elle était dans la cuisine en train de préparer des croissants aux amandes, une recette de sa grand-mère qui l'apaisait habituellement, quand Marguerite entra précipitamment. « Madame, il y a une dame qui souhaite vous voir. Elle dit que c'est urgent. » Élise fronça les sourcils. Depuis l'affaire Camille, elle ne recevait plus personne. Elle s'essuya les mains sur son tablier et se dirigea vers le salon, où elle découvrit une femme d'une 40aine d'années, élégante mais visiblement bouleversée. Ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon strict
et ses yeux verts étaient rougis par les larmes. « Madame Delacroix, je suis Isabelle Durand. » Le nom ne disait rien à Élise, mais quelque chose dans l'attitude de cette femme la mit mal à l'aise. « En quoi puis-je vous aider ?» Isabelle Durand prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait son courage. « Il faut que vous sachiez la vérité sur votre mari. »« Pardon ? Armand et moi, nous avons eu une liaison, il y a 6 mois. » Les mots frappèrent Élise comme une gifle. Le monde vacilla autour d'elle, et elle dut s'agripper au dossier d'un fauteuil pour ne pas tomber. « C'est impossible. Je sais que c'est difficile à entendre, mais... » Isabelle sortit de son sac une photo qu'elle tendit à Élise. « C'était avant que vous ne vous rapprochiez, je suppose, quand votre mariage était encore arrangé. » Sur la photo, Élise reconnut Armand sortant d'un restaurant avec cette femme. Ils ne se tenaient pas la main, ne s'embrassaient pas, mais il y avait quelque chose dans leur proximité, dans la façon dont il se penchait vers elle, qui fit mal à Élise. « Pourquoi ? Pourquoi vous me dites ça maintenant ?» Isabelle détourna le regard, visiblement honteuse. « Parce que je suis enceinte, et l'enfant est de lui. » Cette fois, Élise s'effondra dans le fauteuil. Le coup était trop dur, trop inattendu. Après tout ce qu'ils avaient traversé, après avoir enfin trouvé l'amour, cette révélation anéantissait tout. « Il le sait ? Je viens de le lui apprendre, ce matin, à son bureau. » Élise comprit soudain pourquoi Armand était parti si tôt, pourquoi il avait eu cet air étrange en l'embrassant sur le front avant de sortir. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il assumerait ses responsabilités, financièrement. Et pour le bébé? Isabelle se tordit les mains, visiblement mal à l'aise. « Il ne veut pas en entendre parler. Il m'a dit que vous étiez la seule femme qu'il ait jamais aimée, que ce qui s'était passé entre nous n'était qu'une erreur. » Ces mots auraient de consoler Élise, mais ils ne faisaient qu'amplifier son sentiment de trahison. Comment Armand avait-il pu lui mentir? Comment avait-il pu la laisser croire qu'elle était la seule? Pourquoi vous couchez avec un homme marié? La question était sortie plus brutalement qu'elle ne l'avait voulu, mais la douleur rendait ses mots tranchants. Parce qu'il me donnait l'impression d'être désiré. Il était si seul, si malheureux dans son mariage. Il me disait que vous ne vous parliez jamais, que vous viviez comme des étrangers. C'était vrai, admit Élise dans un murmure. Il ne vous a jamais trompé avec le cœur, Madame Delacroix, seulement avec le corps, et seulement parce qu'il pensait que vous ne l'aimeriez jamais. Après le départ d'Isabelle Durand, Élise resta prostrée dans le salon pendant des heures. Quand Armand rentra ce soir-là, il la trouva exactement dans la même position, le regard perdu dans le vide. « Élise ?» Il s'approcha prudemment, sentant que quelque chose avait changé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle leva vers lui des yeux vides de toute émotion. « Isabelle Durand est venue me voir aujourd'hui. » Il se figea instantanément, son visage devenant d'une pâleur cadavérique. « Élise, je peux t'expliquer. Elle est enceinte. Je sais. Elle me l'a dit ce matin. Et tu comptais me le dire quand? Ce soir. » J'essayais de trouver les mots. Élise se leva lentement, avec une dignité qui lui coûtait tous ses efforts. « Il n'y a pas de mots pour ça, Armand. Il n'y a que des faits. Tu m'as trompé. Élise, c'était avant qu'on se rapproche, avant qu'on s'avoue nos sentiments. Avant ou pendant, quelle importance? Tu as couché avec une autre femme alors que tu prétendais m'aimer depuis des années. » Sa voix se brisait maintenant, laissant échapper toute la douleur qu'elle contenait. « Comment as-tu pu me faire ça? Comment as-tu pu me laisser croire que j'étais la seule ?» Armand s'approcha d'elle, les mains tendues, mais elle recula. « Ne me touche pas. Élise, tu es la seule. Tu as toujours été la seule. Ce qui s'est passé avec Isabelle, c'était de la solitude, du désespoir. J'avais renoncé à l'idée que tu pourrais m'aimer un jour. Alors tu t'es consolée dans les bras d'une autre. Oui, et j'ai eu tort. J'ai eu tort, et je le regrette chaque seconde depuis que ça s'est passé. » Il passa ses mains dans ses cheveux, geste devenu compulsif depuis que les problèmes s'accumulaient. « Mais tu ne peux pas me reprocher d'avoir cherché un peu de réconfort quand toi-même, tu me traitais comme un étranger. Oh, alors c'est ma faute maintenant. Non, non, c'est la mienne, entièrement la mienne. » Un silence lourd s'installa entre eux. Dehors, la nuit tombait sur Paris, et les lumières de la ville commençaient à scintiller. Mais dans leur salon, seule régnait une obscurité morale qui semblait les étouffer. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda finalement Élise. « Je ne sais pas. Et le bébé? Je m'en occuperai financièrement. C'est ma responsabilité. Notre responsabilité. Maintenant, c'est notre responsabilité à tous les deux. » Armand la regarda avec surprise. Malgré sa douleur, malgré sa colère, elle parlait encore d'eux comme d'un couple uni. « Tu ne me quittes pas ?» Élise soupira profondément, sentant peser sur ses épaules le poids de cette nouvelle réalité. « Je ne sais pas, Armand. Je ne sais plus rien.
Cette nuit-là, ils dormirent dans des chambres séparées pour la première fois depuis leur réconciliation. Et dans le silence de la grande maison, chacun pleura de son côté, lui sa faiblesse passée, elle son rêve d'amour pur qui venait de se briser contre la réalité. Le lendemain matin, Élise trouva un mot sur sa table de nuit. « Je pars quelques jours chez Victor pour essayer de sauver ce qui peut l'être de l'entreprise. Je comprends si tu n'es plus là quand je reviendrai, mais sache que quoi que tu décides, tu resteras l'amour de ma vie. » Ah, pour la première fois depuis leur mariage, Élise se retrouvait seule face à un choix qui déterminerait le reste de sa vie. Partir ou rester, pardonner ou haïr, aimer malgré tout ou protéger son cœur meurtri. Et elle n'avait aucune idée de la bonne réponse. 3 jours s'étaient écoulés depuis le départ d'Armand et Élise n'avait pas quitté la maison. Elle errait comme une âme en peine dans les pièces trop grandes, trop silencieuses, ressassant sans cesse les révélations d'Isabelle Durand. Ses cheveux étaient négligemment attachés. Elle portait le même pyjama en soie depuis 2 jours et elle avait cette manie compulsive de se ronger les ongles jusqu'au sang. Marguerite la regardait avec inquiétude, lui apportant des plateaux qu'elle ne touchait pas, tentant de la convaincre de sortir prendre l'air. Mais Élise restait prostrée, oscillant entre colère et désespoir, incapable de prendre la moindre décision. Ce jeudi après-midi, alors qu'elle fixait le jardin depuis la fenêtre du salon, le téléphone sonna. C'était grand-mère Lucette. « Ma petite étoile, tu as une drôle de voix. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et soudain, comme une digue qui cède, Élise s'effondra. Elle raconta tout, la trahison de Camille, la crise financière, Isabelle Durand, la grossesse, le départ d'Armand. Les mots sortaient pêle-mêle, entrecoupés de sanglots, dans un flot chaotique de douleur. « J'arrive », dit simplement grand-mère Lucette avant de raccrocher. 1 heure plus tard, la vieille dame franchissait le seuil de l'hôtel particulier, plus frêle que jamais, mais avec cette détermination dans les yeux qui n'admettait aucune réplique. Elle prit Élise dans ses bras, et pour la première fois depuis des jours, celle-ci se sentit moins seule. « Maintenant, ma chérie, on va faire du thé, et tu vas me raconter tout ça calmement. » Elles s'installèrent dans la cuisine. Grand-mère Lucette avait toujours préféré les cuisines au salon, disant que c'était là que se passaient les vraies conversations. Elle mit la bouilloire sur le feu et sortit de son sac une boîte de thé à la bergamote et un paquet de madeleines maison. « Dis-moi, ma petite étoile, tu aimes ton mari ?»« Oui, » répondit Élise sans hésitation. « Et lui, il t'aime ?» ?»« Il dit que oui. Mais s'il m'aimait vraiment, comment a-t-il pu ? S'il t'aimait vraiment, comment a-t-il pu coucher avec une autre femme à un moment où tu le rejetais chaque jour ?» termina grand-mère Lucette avec sa franchise habituelle. Élise sursauta. Elle ne s'attendait pas à ce que sa grand-mère prenne la défense d'Armand. « Grand-mère ! Quoi ? C'est la vérité, non ? Pendant 3 ans, vous avez vécu comme frère et sœur. Lui, il t'aimait en silence. Et toi, tu le traitais comme un meuble. Mais je ne savais pas qu'il m'aimait. Et lui ne savait pas que tu pourrais l'aimer un jour. » Lucette versa l'eau bouillante dans la théière, ses gestes lents et précis trahissant sa réflexion. « Tu sais, ma chérie, ton grand-père m'a trompé une fois. » Élise faillit s'étouffer avec sa gorgée de thé. « Grand-père ? Oh oui, une secrétaire de son bureau. Une jolie brunette avec des yeux de biche. J'ai découvert ça par hasard, en trouvant des lettres d'amour dans sa poche. Et qu'est-ce que tu as fait ? J'ai pleuré pendant des jours, et puis je me suis posé les bonnes questions. » Grand-mère Lucette s'assit face à Élise, ses yeux bleus délavés plongeant dans ceux de sa petite fille. Pourquoi l'avait-il fait ? Était-ce par manque d'amour pour moi ou par excès de solitude ? Est-ce que notre mariage valait la peine d'être sauvé malgré cette erreur ? Et alors ? Alors j'ai compris que je l'avais négligé. Que j'étais tellement occupé à m'occuper de la maison de ton père bébé que j'avais oublié d'être sa femme. Cette secrétaire lui donnait ce que je ne lui donnais plus, de l'attention, de la tendresse. Élise fronça les sourcils. Ces mots résonnaient douloureusement avec sa propre situation. « Tu excuses l'adultère. Je ne l'excuse pas. Je le comprends. Il y a une différence. » Lucette prit une madeleine et la trempa délicatement dans son thé. « Ton grand-père m'a trompé avec le corps, ma chérie, mais pas avec le cœur, jamais avec le cœur. Et quand j'ai menacé de le quitter, il a pleuré comme un enfant et m'a supplié de lui donner une seconde chance. Et tu l'as fait ? Nous avons reconstruit notre amour sur des bases plus solides. Il n'y a plus jamais eu d'autre femme, et nous avons vécu 43 années de bonheur parfait après ça. » Un long silence s'installa, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge ancienne et le bruit des tasses contre les soucoupes. « Mais cette femme, elle est enceinte, grand-mère. Comment je peux accepter qu'il y ait un enfant, en te souvenant que cet enfant n'a rien demandé, et qu'un homme qui assume ses erreurs est un homme qui mérite peut-être une seconde chance. »
Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. « J'ai si mal, grand-mère. Je sais, ma petite étoile. Mais la question est-ce que cette douleur vaut la peine d'être vécue si c'est pour retrouver l'amour de ta vie de l'autre côté? Et si je n'y arrive pas, et si je n'arrive pas à lui faire confiance à nouveau ?» Grand-mère Lucette tendit la main par-dessus la table et serra celle d'Élise. « Alors tu partiras. Mais au moins, tu auras essayé, et tu n'auras pas de regrets. » Cette nuit-là, Élise ne dormit pas. Elle parcourut la maison de fond en comble, s'arrêtant dans le bureau d'Armand, où trônait effectivement la photo de ses parents qu'elle croyait perdue. Elle découvrit dans un tiroir fermé à clé des dizaines de photos d'elle, prises à son insu au fil des années. Elle en train de rire avec Camille, elle en train de cuisiner, elle en train de lire dans le jardin. Des photos prises par un homme amoureux qui s'interdisait de l'approcher. Au fond du même tiroir, elle trouva un carnet de cuir rouge. L'écriture d'Armand remplissait chaque page d'un journal intime qu'il tenait depuis leur mariage. Elle lut quelques passages au hasard. 15 mai. Elle a souri aujourd'hui en voyant les roses que j'ai fait planter dans le jardin. Je ne lui ai pas dit que je les ai choisies de la couleur exacte de ses lèvres. 3 octobre. Elle s'est endormie dans le salon en lisant. J'ai passé 1 heure à la regarder dormir. Elle est si belle quand elle ne se force pas à être distante. 12 février. J'ai failli lui dire que je l'aimais aujourd'hui, mais elle semblait si malheureuse. Comment lui imposer en plus le fardeau de mes sentiments? Chaque ligne témoignait d'un amour patient, silencieux, dévorant, d'un homme qui souffrait autant qu'elle, mais qui s'interdisait de le montrer. Le lendemain matin, Élise prit sa décision. Elle s'habilla avec soin, choisissant une robe bleu marine qu'Armand aimait particulièrement, se coiffa soigneusement et se dirigea vers son ancien refuge, la cuisine. Elle avait besoin de créer, de faire quelque chose de ses mains pour apaiser son cœur en bataille. Elle passa la journée à préparer le dîner le plus élaboré de sa vie. Un gigot d'agneau aux herbes de Provence, des légumes confits et pour finir, une tarte tatin parfaite, celle que sa grand-mère lui avait appris à faire quand elle était petite. À 19 heures, elle entendit la clé dans la serrure. Armand était de retour. Il apparut dans l'embrasure de la cuisine, les traits tirés par la fatigue et l'inquiétude. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa barbe moins impeccable que d'ordinaire, et ses yeux gris portèrent les traces d'une insomnie prolongée. « Tu es resté, » dit-il simplement. « Je suis resté. » « Pourquoi ?» Élise s'essuya les mains sur son tablier et se tourna vers lui, le cœur battant. « Parce que grand-mère Lucette m'a rappelé que l'amour parfait n'existe que dans les contes de fées. Mais l'amour vrai, celui qui résiste aux épreuves, celui-là existe. Et je crois que c'est ce que nous avons. » Les yeux d'Armand se remplirent de larmes. « Élise, Tais-toi, laisse-moi finir. » Elle s'approcha de lui, ses pieds nus silencieux sur le carrelage de la cuisine. « J'ai mal. J'aurai mal encore longtemps. Mais j'ai plus mal à l'idée de te perdre qu'à l'idée de pardonner. Tu peux me pardonner? Je peux essayer, à condition que tu me promettes quelque chose. Tout. Plus jamais de secrets entre nous. Plus jamais de mensonges, même par omission. Et surtout, elle prit ses mains dans les siennes. Plus jamais de distance. Si nous allons nous battre pour sauver notre amour, nous le faisons ensemble. » Il hocha la tête, incapable de parler tant l'émotion l'étranglait. « Et l'enfant d'Isabelle? Nous nous en occuperons ensemble. Comme tu l'as dit, c'est notre responsabilité maintenant. » Armand la prit dans ses bras, et pour la première fois depuis des jours, Élise se sentit à sa place. Ils avaient encore un long chemin à parcourir, mais ils le feraient main dans la main. L'amour parfait n'existait peut-être que dans les contes, mais l'amour vrai, celui qui pardonne et qui grandit dans l'adversité, celui-là était bien réel, et il était à eux. 6 mois plus tard, le petit local du 5e arrondissement n'avait rien de comparable à l'hôtel particulier du 7e. 50 mètres carrés de bonheur simple, avec ses murs couleur crème, ses étagères en bois brut et cette vitrine qui sentait bon la vanille et les amandes grillées. Au-dessus de la porte, une enseigne discrète, les douceurs d'Élise. Élise, les cheveux relevés en un chignon désordonné, les mains poudrées de farine, disposait avec amour ses dernières créations dans la vitrine réfrigérée. Des éclairs au chocolat qui fondaient dans la bouche, des tartes aux framboises qui ressemblaient à des bijoux, et bien sûr, sa spécialité, la tarte tatin de grand-mère Lucette, celle qui racontait des histoires d'amour à chaque bouchée. Il était 16 heures, et les premiers clients de l'après-midi commençaient à pousser la porte en faisant tinter la petite cloche dorée. Élise les accueillait avec un sourire radieux, ces sourires authentiques qu'elle avait perdus pendant des années et qu'elle avait retrouvés en même temps que ses rêves. « Madame Delacroix, comme d'habitude ?» demanda-t-elle à Madame Petit,
une retraitée du quartier qui venait tous les jours chercher son éclair au café. Bien sûr, ma petite. Et félicitations encore pour l'article dans le Figaro. Élise rougit légèrement. L'article de la semaine précédente avait qualifié sa pâtisserie de petit miracle du 5e, et depuis, les commandes affluaient. Qui aurait cru que la femme invisible d'un magnate de l'industrie deviendrait une pâtissière reconnue de tout Paris? La cloche tinta à nouveau, et Élise leva les yeux pour voir entrer Armand. Il avait changé, lui aussi, en 6 mois. Fini les costumes sur mesure et les cheveux parfaitement plaqués. Il portait un simple jean et un pull en cachemire gris, ses cheveux étaient plus libres, moins domptés, et ses yeux gris acier brillaient d'une sérénité qu'elle ne leur connaissait pas. « Bonsoir, madame la pâtissière », dit-il en s'approchant du comptoir avec ce sourire en coin qui la faisait encore fondre. « Bonsoir, monsieur le consultant », répondit-elle en l'embrassant tendrement par-dessus la vitrine. Après la faillite de son empire industriel, Armand avait choisi de repartir à zéro. Plus de multinationales, plus de bureaux gigantesques. Il avait ouvert un cabinet de conseil en stratégie d'entreprise, modeste mais prospère, dans le 11e arrondissement. Ils habitaient maintenant un appartement de 3 pièces rue des Martyrs, avec une vraie cuisine où Élise pouvait expérimenter ses recettes et un balcon fleuri où ils prenaient leur café du matin. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle en servant les derniers clients. « Bien. J'ai signé un nouveau contrat avec une start-up de biotechnologie. Et toi, toujours autant de succès? Regarde toi-même. » Elle désigna d'un geste la vitrine presque vide. En 6 mois, les douceurs d'Élise étaient devenues l'adresse incontournable des gourmets parisiens. Le rêve qu'elle portait depuis l'enfance était devenu réalité, et chaque jour lui apportait la satisfaction profonde de créer du bonheur avec ses mains. « J'ai une surprise pour toi », dit Armand en sortant une enveloppe de sa poche. Élise fronça les sourcils, curieuse. Depuis leur réconciliation, ils avaient appris l'habitude de se faire de petits cadeaux. Un livre qu'il pensait qu'elle aimerait, une fleur cueillie dans un parc, un disque de jazz découvert par hasard. Elle ouvrit l'enveloppe et découvrit une photo, un local 2 fois plus grand que le sien, avec une belle devanture et un emplacement de rêve près de Saint-Germain-des-Prés. Qu'est-ce que c'est? Ton nouveau laboratoire, si tu veux l'accepter. Les yeux d'Élise s'agrandirent de stupeur. Armand, je ne peux pas accepter. C'est trop cher et... Ce n'est pas un cadeau, l'interrompit-il. C'est un investissement. Je crois en toi, en ton talent. Je veux être ton associé financier. Elle le regarda émue aux larmes. 6 mois plus tôt, il lui offrait une vie de luxe qu'elle n'avait jamais demandée. Aujourd'hui, il lui proposait de l'aider à réaliser ses propres rêves. Tu es sûr? Aussi sûr que le jour où j'ai compris que je t'aimais. La cloche tinta une dernière fois et Camille entra dans la boutique. Les choses entre elle et Élise s'étaient apaisées, lentement, douloureusement. Camille avait remboursé jusqu'au dernier centime les dommages causés à l'entreprise d'Armand, vendant ses toiles, son atelier, tout ce qu'elle possédait. Elle avait trouvé un travail de décoratrice d'intérieur et s'efforçait de reconstruire sa vie sur des bases plus saines. « Bonsoir », dit-elle timidement. « Je venais prendre des nouvelles. »« Bonsoir, Camille. » Leur amitié ne serait plus jamais comme avant, mais elles avaient appris à se parler à nouveau, prudemment, respectueusement. Camille avait renoncé à tous ses sentiments pour Armand et construisait lentement quelque chose de solide avec Théo, le photographe marseillais. « Comment va le nouveau projet ?» demanda Camille en regardant les croquis étalés sur le comptoir. « Bien, très bien même. » Armand s'éclipsa discrètement, laissant les 2 femmes rattraper le temps perdu. Il avait compris que pour qu'Élise guérisse complètement, elle devait pouvoir pardonner à sa manière, à son rythme. Une demi-heure plus tard, Élise ferma boutique et rejoignit Armand qui l'attendait sur le trottoir. Ils rentrèrent chez eux à pied, main dans la main, profitant de cette soirée de printemps qui embaumait les premiers lilas. Dans leur petit appartement, ils dînèrent d'un repas simple préparé ensemble. Une salade de tomates cerises du balcon, du fromage de chèvre et du pain qu'Élise avait rapporté de la boulangerie d'en face. Plus de dîner cérémonieux dans la salle à manger glaciale, plus de silence pesant. Juste 2 amoureux qui se racontaient leur journée en partageant un repas. « Au fait, » dit Armand en versant du vin dans leur verre, « j'ai eu des nouvelles d'Isabelle aujourd'hui. » Élise leva les yeux. Le prénom ne lui faisait plus mal comme avant, même si une petite pointe subsistait toujours. « Comment va-t-elle ?»« Bien. Le petit Julien aussi. Elle m'a envoyé des photos. » Il tendit son téléphone à Élise, qui regarda les clichés d'un bébé de 3 mois aux yeux gris, identiques à ceux de son père. Au début, voir cet enfant avait été un déchirement. Aujourd'hui, elle y arrivait avec plus de sérénité. « Il te ressemble, dit-elle simplement. Tu veux toujours qu'on lui rende visite le mois prochain ?»
Élise hocha la tête. C'était sa propre proposition. Rencontrer cet enfant, accepter qu'il fasse partie de leur nouvelle réalité. Parce que l'amour véritable, elle l'avait compris grâce à grand-mère Lucette, ce n'était pas d'être parfait. C'était d'accepter l'imperfection de l'autre et de grandir avec. Plus tard dans la soirée, allongés dans leur lit, Armand dessina du bout du doigt des arabesques sur l'épaule nue d'Élise. « Tu regrettes parfois ?» demanda-t-il. « La grande maison, les domestiques, la vie d'avant? Tu plaisantes ?» Elle se tourna vers lui, ses yeux couleur miel brillant dans la pénombre. « J'ai ma pâtisserie. J'ai l'homme que j'aime qui me regarde enfin comme si j'existais. J'ai une vie qui me ressemble. Comment pourrais-je regretter? Même si nous ne serons jamais riches? Armand, regarde-moi. » Il plongea ses yeux gris dans les siens. « Nous sommes riches, riches d'un amour qui a survécu à tout, riches d'une complicité retrouvée, riches de projets communs et de rêves partagés. Et si l'adversité revenait? Alors nous l'affronterions ensemble, comme nous avons affronté tout le reste. » Elle se blottit contre lui, respirant ce parfum qui lui était devenu si familier, si rassurant. « Tu sais ce que m'a dit grand-mère Lucette la dernière fois que je l'ai vue? Non. Que l'amour parfait, c'est celui qui accepte l'imperfection. Que les couples qui durent ne sont pas ceux qui ne connaissent jamais les épreuves, mais ceux qui les traversent main dans la main. » Armand resserra ses bras autour d'elle. « Ta grand-mère est une femme sage. »« Oui. Et tu sais quoi? »« Quoi? Je crois qu'elle avait raison depuis le début. L'amour ne commence pas quand tout va bien. Il commence quand? » Élise sourit dans l'obscurité. « Il commence quand tout s'effondre et que quelqu'un décide de rester. » Dehors, Paris scintillait de 1000 feux. Dans leur petit appartement de Montmartre, deux amoureux s'endormaient enlacés, enfin en paix avec leur passé, confiants en leur avenir. Le lendemain matin, Élise ouvrirait sa pâtisserie avec le sourire. Armand partirait conseiller ses clients avec la sérénité d'un homme qui avait trouvé sa place. Et ensemble, ils continueraient d'écrire cette histoire d'amour qui n'avait rien de parfait, mais qui était entièrement, authentiquement, leur. Car parfois les plus belles histoires ne sont pas celles des contes de fées, ce sont celles des gens qui choisissent d'aimer malgré tout. Automne 2030, Provence. La maison de campagne n'avait rien de l'ostentation de l'ancien hôtel particulier du 7e arrondissement. Nichée entre les vignes et les oliviers centenaires, cette bâtisse en pierre dorée respirait la simplicité et l'authenticité. Sur la terrasse ombragée par une tonnelle de jasmin, Élise disposait les derniers couverts sur la grande table en bois massif qu'Armand avait fabriquée de ses mains l'été précédent. Ses cheveux, désormais coupés au carré et parsemés de quelques fils argentés qu'elle assumait pleinement, dansaient dans la brise provençale. À 31 ans, elle rayonnait d'une beauté différente de celle de sa jeunesse, une beauté construite sur la confiance en soi et le bonheur authentique. « Les invités arrivent dans 1 heure », annonça Armand, en sortant de la cuisine, les manches retroussées et un tablier noué autour de la taille. À 43 ans, quelques rides creusaient le coin de ses yeux, mais son sourire avait cette spontanéité qu'il avait mis tant d'années à retrouver. « Tout est prêt », répondit Élise en l'embrassant tendrement. « Marguerite a envoyé sa ratatouille de Nice, grand-mère Lucette arrive avec ses tartes aux figues, et toi, tu as surpassé avec cette daube. Et nos petites merveilles ?» Comme en réponse à sa question, des éclats de rire résonnèrent depuis le jardin. Élise sourit en regardant par la fenêtre. Leur fille Camille, oui, elles avaient réussi à se réconcilier, au point qu'Élise avait choisi ce prénom en hommage à leur amitié ressuscitée, courait entre les lavandes avec Julien. La petite Camille avait hérité des yeux couleur miel de sa mère et de la détermination tranquille de son père. À 3 ans, elle parlait déjà de devenir pâtissière comme maman et passait ses dimènes à confectionner des gâteaux imaginaires avec de la terre et des pétales de fleurs. Julien, maintenant âgé de 5 ans, était le portrait craché d'Armand au même âge, photo à l'appui que sa grand-mère paternelle avait précieusement gardée. Ses yeux gris pétillaient d'intelligence et de malice, et il avait développé avec sa demi-sœur une complicité touchante qui avait fini de guérir les dernières blessures du cœur d'Élise. Car oui, Julien vivait avec eux 6 mois par an. Isabelle avait refait sa vie avec un cardiologue de Lyon et était reconnaissante qu'Armand et Élise offrent à son fils cette stabilité et cet amour qu'elle seule n'arrivait pas toujours à lui donner. Les relations entre les deux femmes s'étaient apaisées, construites sur le respect mutuel et l'amour commun qu'elle portait à cet enfant. « Papa, maman, regardez ce qu'on a trouvé !» cria Julien en accourant vers la terrasse, tenant dans ses mains un petit lézard vert. « Il s'appelle Gaston », ajouta Camille, essoufflée mais radieuse. « Bonjour Gaston », dit solennellement Armand en saluant le reptile.
Mais je crois qu'il aimerait retourner dans son jardin avant l'arrivée de grand-mère Lucette. Tu sais comme elle n'aime pas les surprises. » Les enfants repartirent en courant remettre leurs trouvailles en liberté, et Élise se blottit contre l'épaule de son mari. « Tu te rends compte? Il y a 5 ans, nous étions des étrangers polis qui se croisèrent dans un couloir. Et maintenant, nous sommes une famille un peu folle qui accueille tout Paris dans sa maison provençale. » Le premier invité à arriver fut paradoxalement le moins attendu, Victor Mendès, l'ancien associé d'Armand. Les 2 hommes s'étaient réconciliés après la faillite, quand Victor avait avoué avoir lui aussi été berné par les fuites d'informations. Il dirigeait maintenant une petite société de conseil en écologie industrielle et était devenu un ami sincère du couple. « Victor !» s'exclama Élise en l'embrassant sur les 2 joues. « Comment va Margot? Elle arrive en train avec les enfants. Les embouteillages de l'autoroute, très peu pour elle. » Grand-mère Lucette fit son apparition peu après, à 87 ans mais toujours droite et élégante, accrochée au bras d'Henri, son voisin de palier, devenu compagnon après 60 ans de veuvage. « On ne sait jamais ce que la vie nous réserve, » avait-elle dit à Élise avec un clin d'œil coquin. « Ma petite étoile. » Elle serra sa petite fille contre son cœur fragile, mais chaleureux. « Eh, mes arrière-petits-enfants !» Camille et Julien se jetèrent dans ses bras, l'une babillant en français, l'autre mélangeant français et anglais qu'il apprenait avec Isabelle. Le clou de l'après-midi fut l'arrivée de Camille Rousseau, la vraie, l'originale, accompagnée de Théo et de leurs jumeaux de 2 ans, Léo et Zoé. L'ancienne relation compliquée entre les 2 femmes avait laissé place à une amitié solide, nourrie par la maturité et les épreuves partagées. « Élise, ma chérie !» Camille la serra contre elle, ses boucles brunes maintenant disciplinées en un chignon d'artiste accompli. Son atelier de Belleville marchait du tonnerre et ses toiles se vendaient dans toute l'Europe. « Cette maison est un rêve. Théo va vouloir photographier chaque recoin. Il peut tout photographier sauf les recettes secrètes de ma pâtisserie, » plaisanta Élise. Car oui, les douceurs d'Élise comptaient maintenant 3 boutiques à Paris et 1 à Lyon. Élise avait écrit un livre de recettes qui était devenu un best-seller, et elle animait une émission de pâtisserie sur une chaîne câblée. Mais elle gardait jalousement certaines recettes familiales, comme celle de la tarte tatin de grand-mère Lucette, qu'elle ne transmettrait qu'à sa fille le jour de ses 18 ans. Quand le soleil commença à décliner derrière les collines, tous les invités étaient rassemblés autour de la grande table. Marguerite, maintenant âgée de 70 ans mais refusant obstinément la retraite, avait fait le déplacement depuis Paris pour l'occasion. Les conversations s'entremêlaient en français, les rires fusaient, et les enfants couraient entre les jambes des adultes. Armand se leva pour porter un toast, son verre de vin rosé de la propriété voisine scintillant dans la lumière dorée. « Il y a 5 ans, ma vie s'est écroulée. J'ai perdu mon entreprise, ma fortune, ma superbe. J'ai cru que c'était la fin du monde. » Il regarda Élise avec une tendresse qui n'avait pas pris une ride. « Aujourd'hui, je comprends que c'était le début du monde, le début de notre vraie vie. » Il leva son verre plus haut. « À la famille qu'on choisit, à l'amour qui résiste à tout, et à tous ceux qui nous ont appris que le bonheur ne se trouve pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on partage. »« Santé !» reprirent en chœur tous les convives. Plus tard dans la soirée, quand les enfants furent couchés et les invités repartis, Élise et Armand se retrouvèrent seuls sur la terrasse. Les cigales chantaient leur sérénade nocturne, et les premières étoiles apparaissaient dans le ciel provençal. « À quoi tu penses ?» demanda Armand en passant son bras autour des épaules de sa femme. « À nous, à tout ce chemin parcouru. Tu regrettes parfois le temps où nous étions de parfaits étrangers ?» Élise éclata de rire. « Tu plaisantes ? Ces 3 années de mariage fantôme ont été les plus longues de ma vie. Non, je ne regrette rien. Ni tes erreurs, ni les miennes, ni même la trahison de Camille. Tout ça nous a menés ici, et je n'échangerai notre vie d'aujourd'hui contre aucune autre. Même pas contre celle d'un conte de fées, surtout pas contre celle d'un conte de fées. Les contes de fées se terminent par « ils vécurent heureux » et eurent beaucoup d'enfants. Notre histoire, elle, continue chaque jour. Et c'est infiniment plus beau. » Armand se tourna vers elle, et dans la pénombre, elle vit briller ses yeux gris de cette façon particulière qui lui était réservée depuis toujours. « Je t'aime, Élise Delacroix. Je t'aime, Armand Delacroix. » Et tandis qu'ils s'embrassaient sous les étoiles de Provence, dans leur maison pleine d'amour et de rires d'enfants, ils savaient que leur histoire n'était pas celle d'un amour parfait, c'était celle d'un amour vrai. Et pour eux, c'était infiniment plus précieux. Fin. Si vous découvriez que votre mari ou votre femme vous aime depuis des années, mais ne l'a jamais montré par peur de ne pas être aimé, en retour, pourriez-vous pardonner ces années de froideur et de distance? Et si, en plus,
vous découvriez qu'Hillel a eu une relation physique avec quelqu'un d'autre pendant cette période de amour silencieux, serait-il possible de reconstruire la confiance et l'amour véritable? Élise a dû faire ce choix. Impossible. Pardonner le passé d'Armand ou perdre l'amour de sa vie. Et vous, que feriez-vous à sa place? Votre participation à la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.